Vous pensez que la solitude est un problème moderne? Instagram, le télétravail, les appartements vides. Mais voici la vraie réalité. Des études montrent que les humains anciens le ressentaient plus fortement que nous. Et pour eux, l'ignorer pouvait vous coûter la vie. Imaginez une silhouette solitaire près d'un feu mourant, il y a 40 000 ans. Pas de téléphone, pas de ville, pas de groupe de discussion. Juste le vent, les étoiles, et le souffle grave de quelque chose qui respire dans l'obscurité, quelque part tout près, quelque part d'invisible cette nuit. Cette personne souffrait-elle comme tu souffres un dimanche soir? Il s'avère que la solitude est plus ancienne que le langage. Ralentissons un instant, car la solitude subie et la solitude choisie ne sont pas du tout la même chose, loin de là. La solitude, c'est être seul et se sentir bien ainsi. Le sentiment de solitude, c'est être seul pendant que ton corps se met à hurler de l'intérieur. Ce cri exige un ingrédient bien précis, la conscience de soi. Il faut savoir qu'on existe vraiment ici. Tu dois bien savoir que d'autres existent aussi, et remarquer ce fossé douloureux entre toi et tous ceux qui sont là-bas. Nos ancêtres possédaient ces 3 ingrédients. Leur cerveau, il y a 200 000 ans, était déjà câblé pour ce calcul. Et cette question est importante, car en ce moment même, en cette année où vous regardez cette vidéo, la solitude est qualifiée d'épidémie. Les médecins en parlent comme d'une maladie. Mais si c'est une maladie, alors elle est vraiment très ancienne. Les scientifiques en ont trouvé des traces dans les ossements, dans les sites funéraires, dans la forme d'anciens crânes préhistoriques. Ils l'ont découvert dans les hormones de stress qui laissent des marques chimiques sur les dents. Ce n'est plus un simple dérèglement moderne. C'est un logiciel hérité qui fonctionne silencieusement en chacun de nous depuis bien avant le début de l'histoire écrite. Mais si la solitude fait aussi mal, pourquoi l'évolution l'a-t-elle conservée au lieu de l'effacer comme notre queue? Voici le paradoxe. La solitude est une douleur qui vous aide à survivre. Pensez un instant à la douleur physique. Si tu touches une plaque brûlante sans rien sentir, tu perds ta main. La douleur est un messager, urgent. Il dit « fais quelque chose tout de suite » ou tu vas avoir des ennuis. La solitude fonctionne exactement de la même façon. C'est une alarme. Dans la savane ancienne, cette alarme faisait la différence entre se réveiller demain ou plus jamais. Parce qu'être seul à cette époque, c'était pratiquement une condamnation à mort, avec quelques étapes en plus, sans exception ni astuce ingénieuse. Un seul humain ne pouvait pas abattre un grand animal, ne pouvait pas veiller toute la nuit face aux prédateurs affamés. Un seul humain ne pouvait pas survivre à une jambe cassée, à une fièvre, à un hiver rigoureux ou à une longue saison sèche. Le chasseur solitaire, c'est une idée de cinéma. Dans la vraie préhistoire, le chasseur solitaire n'était qu'un déjeuner, rien de plus. Alors la sélection naturelle a fait quelque chose d'ingénieux et d'un peu cruel pour garder nos ancêtres proches de leur tribu. Elle favorisait les individus qui se sentaient absolument affreux dès qu'ils se retrouvaient seuls, loin de la chaleur du groupe. Ceux qui se sentaient bien en s'éloignant du groupe, ils se sont éloignés, ils sont morts, et leurs gènes sont morts avec eux. Ceux qui ressentaient un malaise vif et lancinant à l'idée de la séparation revenaient et rejoignaient le feu, à chaque fois, sans exception. Ils ont transmis ce malaise à leurs enfants, et leurs enfants aux leurs, et finalement jusqu'à vous. Voilà pourquoi la solitude ressemble à une alarme incendie qui hurle au fond de tes côtes, réclamant ton attention sur le champ. Parce que c'est exactement ce que c'est, un détecteur de fumée biologique installé chez l'humain il y a environ 2 millions d'années. Toujours vissée au plafond de ton système nerveux, toujours très bruyante, toujours pas vraiment conçue pour être ignorée. Alors, à quoi ressemblait vraiment cette alarme, il y a 40 000 ans? Et quel effet avait-elle sur le corps? Les chercheurs modernes ne peuvent que deviner les émotions anciennes. Mais ils peuvent mesurer avec précision le stress ancestral chez les personnes vivantes aujourd'hui.
Lorsqu'une personne moderne se retrouve séparée de son groupe proche, ne serait-ce que brièvement, son taux de cortisol augmente presque immédiatement. Le cortisol est l'hormone du stress. Il est en fait utile par courtes poussées, mais il devient un poison sur la durée. Le cortisol dit à ton corps de rester en alerte, prêt à réagir. Quelque chose ne va pas dehors, ne te détends pas encore. Et chez les humains anciens, coupés du groupe, le cortisol serait resté élevé pendant de longs jours. Le sommeil devient plus léger. Vous vous réveillez au moindre craquement dans les broussailles, au moindre bruissement sec de feuilles dehors. Les blessures cicatrisent plus lentement, car votre corps dépense son énergie à guetter les menaces, au lieu de se réparer lui-même. Votre système immunitaire s'affaiblit discrètement au fil des semaines. Même votre appétit change de façon étrange, sans que vous le remarquiez vraiment. Les scanners cérébraux de communautés modernes de chasseurs-cueilleurs, des groupes qui vivent encore au plus près du mode de vie ancestral, révèlent quelque chose de fascinant. Leur réaction de stress face à l'isolement social semble puissante, incroyablement rapide, et étonnamment difficile à désactiver complètement. Leur cerveau traite en réalité le fait d'être séparé du groupe exactement de la même manière qu'un danger physique direct. Les mêmes circuits neuronaux s'activent. Les mêmes sonnettes d'alarme retentissent. Pour votre cerveau, la solitude et un prédateur qui vous traque sont identiques. Il y a un chiffre précis que vous avez peut-être déjà entendu. Le nombre de Dunbar. 150. Retenez bien ce chiffre. C'est à peu près le nombre de relations stables et significatives qu'un seul cerveau humain peut réellement parvenir à entretenir correctement. Pas des amis sur une application ou une liste d'abonnés. De vraies personnes dont tu connais les visages, les voix et les histoires. L'anthropologue Robin Dunbar a soigneusement étudié la taille des bandes anciennes, des villages tribaux, des unités militaires et même des structures modernes des bureaux d'entreprise. Et il n'arrêtait pas de retrouver ce même plafond approximatif partout où il prenait la peine de regarder. 150. Nos propres ancêtres ont vécu au sein de groupes de cette taille environ, génération après génération, pendant des dizaines de milliers d'années. Votre cerveau s'y attend encore, en silence. Votre cerveau cherche encore, même en ce moment, ce village ancien qui lui manque. Imagine que tu es celui qu'on a laissé derrière. Ta troupe est partie sans toi. Peut-être que tu étais malade, ou trop lent. Peut-être que tu t'es perdu en suivant la trace d'un animal. Peut-être que tu t'es disputé, que tu es parti furieux, et que maintenant tu comprends ton erreur. Dans la fraîcheur du soir, il n'y a ni carte, ni téléphone. Il n'y a qu'une direction, la faim, et une angoisse grandissante. La forme que tu as vue dans les arbres n'était peut-être pas une ombre. Ton rythme cardiaque s'accélère régulièrement. Ta peau se met à picoter, comme sous une étrange attention. C'est l'alarme. C'est pour cela que la solitude existe. Puis, dans une grotte, des archéologues ont mis au jour quelque chose qui a complètement bouleversé l'histoire que l'on raconte sur nos ancêtres. Dans le nord de l'Irak, dans une grotte appelée Shanidar, des chercheurs ont découvert une sépulture néandertalienne accompagnée d'un détail remarquable. Autour du corps, dans la terre, ils ont découvert du pollen concentré, provenant de fleurs bien précises, disposées selon des motifs délibérés. L'interprétation fait débat. Certains disent que des fleurs ont été déposées sur la tombe, d'autres affirment que des rongeurs ont déplacé les graines. Mais d'autres sépultures de Shanidar montrent des signes évidents d'attention. Des corps disposés, des positions choisies, les défunts traités avec tendresse. Les Néandertaliens pleuraient leur mort. C'est ce que l'on comprend aujourd'hui. Et le chagrin, il s'avère, est quelque chose de très particulier. Le deuil, c'est la solitude qui porte un nom. Le deuil signifie que tu étais autrefois profondément attaché à une autre personne. Cela signifie que leur absence sculpte une forme en toi. Et cette forme fait mal parce que, autrefois, elle était pleine. Ce qui signifie que la solitude n'a pas été inventée par Homo sapiens. Elle n'était même pas propre à notre propre espèce. Une autre espèce, sur une branche parallèle de la famille humaine, ressentait déjà exactement ce même tourment. Déjà assis près des feux, à pleurer ceux qui ne reviendraient jamais. Déjà à recouvrir les morts de tendresse et de fleurs. Mais voici le plus étrange. Cela devient encore plus troublant. Un squelette suggère que la solitude, ou la peur de celle-ci, a duré des décennies.
Ce squelette est celui du vieillard de la Chapelle, découvert en France, mais son histoire fait écho à celle de Shanidar, à l'identique. Il était âgé pour son époque, la quarantaine ou la cinquantaine, ce qui, à l'ère glaciaire, était considéré comme un âge très avancé. Son corps était brisé, il avait perdu la plupart de ses dents. Sa mâchoire s'est remodelée autour des vides béants. Arthrite sévère, il n'aurait pas pu chasser. Il pouvait à peine mâcher la nourriture molle dont il avait besoin. Et pourtant, il a vécu des années dans cet état, ce qui signifie que quelqu'un dans son groupe le nourrissait. Quelqu'un a ramolli sa nourriture. Quelqu'un s'est assuré qu'il avait une place au chaud près du petit feu du groupe. Son groupe l'a maintenu en vie bien au-delà du moment où un calcul brutal l'aurait abandonné. C'est l'autre visage de la solitude. Non pas seulement la peur d'être seul, mais ce contrat quotidien invisible. La décision silencieuse, prise chaque jour, de ne jamais abandonner les nôtres dans la faiblesse. Le vieil homme n'est pas mort seul dans la neige. Il est mort parmi les siens, au chaud, entouré de soins, dans le souvenir. Cela n'arrive que chez une espèce qui a décidé que l'isolement est pire que le coup quotidien et épuisant de prendre soin des autres. Maintenant, renversons la perspective. Si le soin est la récompense de l'appartenance, alors l'exil devient le châtiment ultime. Et les humains de l'Antiquité savaient bannir. Presque toutes les cultures étudiées possèdent une forme discrète d'ostracisme. Un rituel pour bannir quelqu'un. Le silence. Les dos tournés. Une annonce solennelle déclarant que la personne n'appartenait plus au groupe. Dans certaines tribus, le nom de l'exilé n'était plus jamais prononcé par quiconque demeurait au sein du groupe des survivants. Dans d'autres, on les conduisait jusqu'à la lisière du territoire, et on leur ordonnait de ne jamais revenir, sous aucun prétexte. Il ne s'agissait pas d'un simple malaise social. C'était la mort, infligée lentement, par un groupe qui refusait de vous voir. Un humain seul en terre inconnue avait des jours, peut-être des semaines, puis la faim, puis les prédateurs, puis le silence final. Et on peut le constater dans les archives archéologiques. En quelque sorte par leur absence, les chasseurs solitaires disparaissent presque entièrement. Les squelettes que nous retrouvons loin de toute habitation, seuls, sont rares, et leur histoire finit rarement bien. Les humains anciens vivaient et mouraient en groupe. C'était le pacte. Ce qui soulève une question bien plus sombre. Que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas seulement banni de votre groupe, mais que vous êtes le dernier de votre espèce? Il y a environ 40 000 ans, quelque part là-bas, un dernier néandertalien marchait encore sur cette terre. Nous ignorons qui, nous ignorons où exactement. Sans doute en Ibérie, peut-être une grotte près de la mer. Les néandertaliens ont disparu des archives fossiles à cette époque, tandis qu'Homo sapiens se répandait à travers leur ancien territoire. Plus rapide, plus nombreux, mieux organisés en réseau que les habitants. Un tout nouveau superprédateur qui débarque sur le territoire. Imaginez un instant ce dernier néandertalien. Ses parents étaient morts, ses frères et sœurs aussi. La tribu voisine disparue. Chaque visage qu'ils connaissaient depuis l'enfance disparut de la vallée pour toujours. Ils regardèrent de l'autre côté de la vallée et virent de nouveaux humains, plus grands, plus minces, parlant une langue qui sonnait presque juste. Mais pas tout à fait. Ces humains n'étaient pas les leurs, ne pouvaient pas être les leurs, pas vraiment, jamais. 200 000 ans d'ancêtres communs derrière son regard, et aucun moyen de se dire bonjour. Nous ignorons si cette personne ressentait la solitude comme vous la ressentiriez, seul ce soir. Mais nous savons qu'ils en avaient la biologie. Leur espèce enterrait ses morts avec un véritable soin. Leur cerveau était, selon toutes les mesures possibles, pleinement capable de tristesse, de chagrin, et d'une profonde nostalgie. Et si ton système nerveux est fait pour hurler quand le groupe disparaît, être le dernier, c'est le cri le plus fort. Des études montrent que la douleur sociale et la douleur physique empruntent des circuits cérébraux communs, partageant le même territoire neuronal. Quand tu es rejeté, certaines des mêmes régions s'activent que celles qui s'allument quand tu te brûles la main. Votre cerveau, dans un sens tout à fait réel, ne peut pas vraiment les distinguer. Le rejet est littéralement une brûlure intérieure. La solitude est une blessure. Le deuil est une plaie sans saignement visible, mais un mal bien réel qui lancine en profondeur. Alors, les humains de l'Antiquité ressentaient-ils la solitude? Oui. Et bien plus encore,
La solitude a en réalité façonné tout ce qu'ils étaient. Elle a façonné leur groupe, leurs rituels, leur attention envers les anciens, leur peur profonde de l'étranger, leur volonté de s'ensevelir mutuellement sous les fleurs. La solitude est l'un des plus anciens sculpteurs de l'humanité. Il nous a rendus sociaux parce qu'il a rendu la solitude insupportable. Cette douleur ancienne gouverne encore ton système nerveux. Étrange sentiment à porter, en plein siècle où l'on vit, entouré de plus de gens que jamais. Vous ne vivez probablement pas dans un groupe de 150 personnes, mais dans une ville de 8 millions d'habitants, ou une banlieue d'inconnus, ou une petite ville où l'on connaît les visages, mais jamais vraiment leurs histoires. Tu es techniquement entouré d'humains, et pourtant ton cerveau se demande encore « Mais où est mon vrai village ?» Voilà pourquoi les endroits bondés peuvent sembler si vides. Une rame de métro avec 50 inconnus paraît étrangement creuse. Votre alarme cherche des visages précis, ceux de personnes qui vous connaissent réellement depuis des années. Les foules anonymes n'apaisent pas ce vide. Parfois, elles ne font qu'aggraver la douleur au lieu de la soulager. Parce que maintenant la douleur a une preuve, regarde tous ces gens autour de toi qui ne sont pas les tiens. Les écrans font aussi une chose étrange. Ils livrent la forme du lien, sans en avoir la substance. Un message d'un ami te procure un petit shot, c'est vrai. Mais ton corps, lui, attend toujours. Attendre le visage, la voix, le repas partagé, l'épaule assise dans la même pièce chaleureuse. Les scientifiques ont découvert qu'une intense socialisation à travers les écrans, sans présence physique, peut laisser votre ancien système d'alarme partiellement activé. Ton cerveau reçoit la carte postale, mais pas la visite. Alors il continue, tout doucement, à en attendre davantage. Alors voici un petit changement de perspective. Et honnêtement, c'est la chose la plus utile que cette vidéo puisse vous offrir. La solitude n'est pas un défaut, ni un échec personnel, ni la preuve que quelque chose en toi est brisé. C'est un signal, vieux de centaines de milliers d'années, qui vous dit qu'un besoin fondamental n'est pas comblé. Le signal fonctionne. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que la vie moderne l'ignore. Et la vie moderne est bien incapable d'y répondre vraiment, peu importe la force avec laquelle il résonne. Nos ancêtres avaient de petits rituels contre l'alarme. Manger ensemble chaque soir, non pas parce que c'était efficace, mais parce que c'était essentiel. Assises en cercle, se coiffant les cheveux les unes les autres, se racontant les mêmes histoires, jusqu'à ce qu'elles deviennent une peau commune. Le toucher, de longs silences qui n'étaient jamais gênants. La répétition, la présence, des choses humaines ordinaires faites ensemble, encore et encore. Rien de tout cela n'a été inventé par une application de bien-être. C'était la procédure habituelle pendant 100 000 ans. Vous pouvez emprunter ces rituels, pas dans un costume, juste dans la structure, petit, répété, physique, sans hâte. Un repas partagé avec les 3 mêmes personnes chaque semaine. Une promenade avec un ami, les téléphones rangés. Une conversation qui dépasse sa durée confortable. Ce ne sont pas des luxes, ni des options bien-être facultatives pour vous. Ce sont les véritables réponses au signal réel que votre corps vous envoie depuis le début. Ce qui nous ramène à une étrange question. Et si nous commencions à combler ce besoin ancestral avec quelque chose d'entièrement nouveau? Des compagnons artificiels. Des chatbots qui se souviennent de votre anniversaire. Des voix entraînées à une gentillesse sans fin. Certaines personnes leur parlent pendant des heures. Certains disent que ça aide. D'autres disent que ça rend la douleur plus forte, d'une manière qu'ils n'arrivent pas vraiment à expliquer. La réponse honnête, c'est que personne ne le sait encore. Nous menons cette expérience en temps réel, nous tous, ensemble. Peut-être que l'alarme se moque d'où vient la chaleur, tant que quelque chose de chaud finit par apparaître. Ou peut-être que le réveil connaît la différence,
et devient plus insistant lorsqu'il sent qu'on cherche à le tromper. Ou peut-être que c'est différent selon les personnes. Quiconque prétend avoir une réponse claire ne fait que deviner plus fort que les autres. Ce que nous savons, c'est ceci. L'alarme est très ancienne, très patiente et très difficile à tromper longtemps. La sélection naturelle l'a façonnée pour repérer une chose bien précise, la silhouette des tiens autour du feu. Ce même contrôle tourne chaque jour de ta vie, depuis bien avant même ta naissance. Et quoi que nous construisions pour y répondre, nous répondrons à quelque chose d'ancien qui attend depuis très longtemps. Encore une chose avant de partir. Si les vieux ossements et les vieilles émotions vous parlent, abonnez-vous. Je fais des vidéos sur des sujets qui me passionnent vraiment. Et franchement, ça me fait plaisir de vous avoir ici. Le prochain sur lequel je travaille, c'est pourquoi les humains ont inventé les dieux au départ. Même question, autre douleur. Si cela a éveillé votre curiosité, restez avec moi. On se retrouve très vite